Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News sur Africa 24. Voici les titres de votre journal. La campagne pour les élections législatives se poursuit au Cameroun et notamment dans le département du Mfundi où le SDF, Social Democratic Front, premier parti politique de l'opposition, entend bien s'imposer devant le parti au pouvoir. La requête de Laurent Gbagbo, étudiée le 6 février par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. La juridiction va réexaminer les conditions de la mise en liberté de l'ancien président ivoirien qui lui avait été imposée après son acquittement. Et le nouvel objectif du Sénégal, celui d'être parmi le top 100 des réformateurs du classement Doing Business, annonce faite par le président Macky Sall qui recevait le rapport pays du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. La campagne en vue des élections législatives se poursuit à Yaoundé, au Cameroun. Le premier parti politique de l'opposition, le Social Democratic Front, s'est engagé dans la course et entend bien s'imposer face au parti au pouvoir dans la localité de Mfundi. Les projets du parti portent principalement sur le bien-être social des populations. Reportage de notre correspondante sur le terrain au Cameroun, Viviane Baoken. Malgré le rejet de sa liste aux élections municipales dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 6e, le Social Democratic Front, SDF, entend déployer tous les moyens pour s'imposer face à son adversaire historique dans sa course pour les législatives dans le département du Mfundi. Un département en proie à plusieurs problèmes sociaux que les candidats entendent bien résoudre durant leur séjour au Parlement. Il va falloir tout changer. Il faut changer le système de santé, le système financier, le système d'enseignement, le système d'infrastructure. Vous voyez, on n'a pas de route, il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de ramassage d'ordures. Il y a beaucoup de choses à changer. Les militants du SDF restent optimistes quant aux promesses formulées par le leader. Ils sont unanimes quant au changement. C'est d'ailleurs le message porté aux populations dans les rues et les quartiers de Yaoundé. Et les problèmes posés sont en attente de solutions au soir du 9 février 2020. Oncolusion a un problème crucial aujourd'hui. Parce que quand on dit député de Yaoundé 7e, Oncolusion héberge le lac de retenue d'eau de la Mefou qui alimente tout Yaoundé. Mais je vais vous dire que c'est un paradoxe qu'en Oncolusion, il n'y a même pas l'eau potable. Vous voyez que comme pour courir vers l'adage populaire qui dit près de l'église, mais loin du ciel. Pour conquérir son électorat, le parti politique de l'opposition, le Social Democratic Front, a opté pour des caravanes populaires afin de partager avec chaque électeur la vision du parti pour l'amélioration de leurs conditions de vie. La requête de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo étudiée le 6 février par la Cour pénale internationale. Les conditions de sa mise en liberté seront réexaminées. L'audience permettra aux parties concernées d'émettre des observations sur ces conditions imposées de sa libération et de son acquittement prononcé à la mi-janvier 2019. Plus de détails avec Philomène Tine. Après la demande de mise en liberté immédiate et sans condition de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo auprès de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale CPI, les observations de l'accusation, de la défense de l'État de Côte d'Ivoire et des victimes sur cette requête introduite le 7 octobre 2019 seront entendues à partir du 6 février 2020. Sur cette affaire, les avocats de Gbagbo dénoncent un non-respect de ses droits humains fondamentaux alors que l'autre partie s'oppose à sa libération sans condition. Le grand danger, c'est celui de la vérité historique. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire court le risque de ne jamais savoir ce qu'il s'est passé. Avec ce procès, avec cet acquittement et cette liberté immédiate qui arrive, même si ce n'est pas eux les coupables, la Cour reconnaît quand même que des faits se sont passés. Comment n'a-t-elle pas pu mener des investigations à côté des accusations pour aider les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire à découvrir la vérité? Le 15 janvier 2019, après 7 années de procédure, Laurent Gbagbo a été libéré et acquitté par la CPI des charges de crimes contre l'humanité commis pendant la crise post-électorale ivoirienne de 2010-2011 portée contre lui. Cependant, il ne jouit toujours pas de ses droits de citoyen ivoirien. Ce qui menace la Côte d'Ivoire, c'est un sentiment de frustration nouvelle face à la certitude de l'impunité pouvant conduire
à des nouveaux crimes en 2020 au motif que les crimes passés n'ont pas été punis et donc il n'y a aucune raison que les crimes à venir soient punis. En outre, la procureure générale de la CPI, Fatou Bensouda, a fait appel de l'acquittement de crimes contre l'humanité prononcé en janvier en faveur de Laurent Gbagbo. Au Sénégal, à présent, les nouvelles ambitions économiques de l'exécutif, l'amélioration du climat des affaires se conjuguent avec un nouveau défi que se donne l'État sénégalais, à savoir améliorer sa position dans le prochain classement Doing Business en atteignant le top 100 des réformateurs. Selon les acteurs de l'économie et les experts, le Sénégal a largement dépassé ses objectifs par rapport à la sous-région ouest-africaine. Cette amélioration de l'économie est effective grâce à de nombreuses réformes émises par les autorités du pays. Un sujet d'Aïssatou Bari. Le Sénégal ambitionne d'intégrer le top 100 des réformateurs du Doing Business. C'est l'annonce faite par le président de la République Macky Sall après réception du rapport pays du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Un diagnostic commandité par le Sénégal qui a permis d'évaluer le pays sur plusieurs aspects allant de l'économie à la gouvernance en passant par la justice. L'objectif que j'ai fixé au gouvernement, c'est d'être dans le top 100 mondial. Il y a des efforts à faire pour y arriver. Nous allons mettre en place des réformes majeures dans l'environnement des affaires pour améliorer la compétitivité. Elles seront achevées avant le mois de mai. Le gouvernement a engagé d'importantes actions, ce qui a abouti à une croissance de 26% des recettes fiscales entre avril et décembre 2019. L'environnement des affaires s'est également amélioré avec la consolidation de la position du Sénégal au niveau mondial dans le classement Doing Business, où il est passé de la 163e position à la 123e en 2020. Il y a énormément de choses qu'il va falloir améliorer au Sénégal. Beaucoup de Sénégalais aujourd'hui veulent bien investir, seulement lorsqu'ils savent que derrière, ils vont devoir avoir affaire avec les impôts et que ces derniers peuvent agir d'une manière totalement irrationnelle, ça ne les pousse pas. Vous avez le financement des PME qui reste et qui demeurera un problème de confiance entre les PME et les banques. Vous avez les taux d'intérêt qui sont énormes. Et puis, vous avez aussi les Sénégalais qui ne travaillent pas et qu'il va falloir mettre au travail. Le secteur agricole est un axe prioritaire pour le pays. Selon les autorités, le Sénégal est autosuffisant en tomates et en pommes de terre, mais le défi reste la conservation. L'État envisage la mise sur pied d'un réseau de stockage pour y remédier. Les États africains doivent investir davantage dans le capital humain. C'est ce qui ressort du rapport 2020 de la Banque africaine de développement sur les perspectives économiques de l'Afrique. Cet accroissement du capital humain serait la clé d'une croissance plus inclusive sur le continent et qui permettrait une plus grande productivité. Les précisions de Philomène Tine. L'économie d'un pays repose sur une population en bonne santé, instruite, bien formée et résiliente selon la Banque mondiale. Dans la même perspective, la Banque africaine de développement BAD estime que la nécessité pour l'Afrique serait qu'elle investisse plus, non pas dans les infrastructures, mais surtout dans le capital humain pour stimuler sa croissance et sa productivité. L'appréciation de la Banque africaine de développement, ou à tout le moins, sa suggestion, de mon point de vue, reste très fondée. Parce qu'en fait, l'homme est la principale ressource qui permet de valoriser toutes les autres ressources. Que ces États africains pensent également à injecter assez de moyens dans la formation du capital humain. Mais le problème maintenant aujourd'hui, c'est l'utilisation de ce capital humain. D'où c'est bien de former le capital humain, mais c'est mieux de les utiliser à leur poste effectif. Dans son plan pour le capital humain en Afrique, la Banque mondiale encourage le continent africain à mieux investir dans sa population et à relever les indicateurs de survie, de santé, d'éducation, de protection sociale et d'émancipation des femmes à l'horizon 2023. Les guerres de basse intensité entretenues par les armes légères de petit calibre qu'on retrouve partout en Afrique sont une véritable menace au développement de ce capital humain que la BAD invite les uns et les autres sur le continent africain à former davantage. Bien plus, le développement économique de l'Afrique est extrêmement compromis sans l'utilisation de ses propres ressources. En histoire des faits économiques, ni en histoire de la pensée économique, on a vu un pays se laisser développer par les étrangers. L'Afrique compte plus d'1,2 milliard d'habitants avec 12 millions de diplômés entrant dans le marché du travail chaque année et 43% ayant moins de 15 ans. L'Afrique est bien dotée en ressources humaines, pense la Banque africaine de développement.
Un charbon écologique, c'est possible aujourd'hui au Niger et c'est même l'œuvre de 3 jeunes étudiants qui ont conçu ce charbon à base de résidus végétaux. Sa particularité réside dans la durée de combustion beaucoup plus longue que le bois de chauffage ordinaire, un charbon qui brûle sans fumer. Découvrons cette invention dans ce reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. Zakariaou Abdou est l'un des 3 jeunes étudiants qui ont mis au point le charbon écologique. Avec Aminatou Barazé et Moussa Haladou, ces 3 jeunes sont depuis 5 ans activistes au sein d'une ONG Niger Vert qui valorise les ressources naturelles tout en facilitant l'accès aux énergies renouvelables. Le charbon vert est fabriqué à partir de paille et d'herbes envahissantes récupérées sur les berges du fleuve Niger. C'est écologique parce que le procédé même du charbon consiste à faire évacuer les gaz à effet de serre, tels que le métal, le goudron, et laisser le monoxyde de carbone qui est nécessaire pour la combustion. Donc vous voyez, c'est un charbon qui a moins de gaz toxiques par rapport aux autres sources d'énergie. Donc il n'y a que le monoxyde de carbone qui a besoin de l'oxygène pour continuer la combustion complète. Pays désertique, le bois se fait rare au Niger, alors qu'une grande partie de la population en utilise encore pour le feu de cuisson. Leur projet est une alternative économique et durable. Sa particularité est qu'il a une durée de combustion plus longue que le bois de chauffe ordinaire. Cela fait 1 an que j'utilise ce charbon vert et il n'a rien à voir avec le bois de chauffe ordinaire. Il ne dégage aucune fumée et comme vous pouvez le voir, je peux faire la cuisine tout près de ma chambre. Je souhaite qu'il soit mis au plus vite sur le marché. Aujourd'hui, ces jeunes entrepreneurs ont pour ambition d'étendre plus largement l'utilisation du charbon vert. Ils espèrent recevoir du soutien de la part de l'État et d'investisseurs pour commercialiser leur charbon écologique dans tous les pays, voire en Afrique de l'Ouest. Place maintenant à la 5e édition du festival Ogobagna qui s'est tenu du 25 janvier au 2 février au Mali. Comme à l'accoutumée, ce sont les masques qui étaient à l'honneur, les masques du pays Dogon. Une danse funéraire a été présentée au public, un festival riche en culture et qui vise à pallier le vide créé par l'insécurité, empêchant toute activité de découverte ou de tourisme dans le pays. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Véhiculer les savoirs ancestrales, les pratiques culturelles en pays Dogon, c'est l'objectif du festival culturel Ogobagna, qui était à sa 5e édition depuis le 25 janvier 2020, et ce jusqu'à ce dimanche 2 février. Les masques ont constitué l'attraction de cette édition. Ces objets symbolisent le trait d'union entre le monde des vivants et celui des ancêtres et sont représentés par des animaux qui traduisent le vécu des Dogons. Nous avons essayé de reprendre tout l'ensemble des rites pour que la jeune génération puisse avoir l'amour de la chose et de pouvoir continuer. On peut remercier Ogobagna d'avoir initié le déplacement de cette tradition vers la ville. Si les visiteurs ne peuvent pas en ces temps d'insécurité se rendre au pays Dogon pour visiter les us et coutumes, le pays Dogon vient vers eux. Comme c'est le cas de cette démonstration du rite funéraire dédié à l'ancien président français décédé, Jacques Chirac, qui fut un grand ami de la culture Dogon. Quand tu vois aujourd'hui, vu l'état de l'insécurité au Mali, ça permet de faire la réconciliation et de faire venir tous les enfants du pays. Et quand tu vois la multitude de couleurs, aussi les blancs, noirs, tous ceux-ci sont présents. Parce que tout c'est quoi pour appeler à la paix, la cohésion sociale. J'avoue que bien avant cette cérémonie, je voyais tout le temps les masques, mais je ne savais pas vraiment ce que signifiait chacun de ces masques. Mais aujourd'hui, je viens d'apprendre la signification de tous les masques. Jadis, le tourisme permettait de découvrir ces merveilles dont certaines sont classées patrimoine mondial de l'humanité. Le festival Ogobagna se veut désormais le creuset de la riche culture Dogon, dont la renommée va au-delà du Mali. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.